Et avec nous pour évoquer ce rapport, Pierre Boisselet, bonsoir. Vous êtes coordonnateur des recherches sur la violence à Ebouteli. Qu'y a-t-il de nouveau dans ce rapport par rapport au précédent? Alors moi, je vois deux nouveautés essentiellement. La première, c'est la qualification du rôle du Rwanda dans cette crise, c'est-à-dire que dans les éditions précédentes, on parlait de soutien du Rwanda au M23, parfois d'opérations du Rwanda qui étaient menées de manière unilatérale au Congo, mais cette fois, les experts estiment que les troupes rwandaises sont en réalité aussi nombreuses, voire plus, que les troupes du M23, et donc selon eux, ils sont en réalité les leaders de cette campagne militaire au Congo. L'autre nouveauté, vous l'avez mentionné dans le reportage, c'est le rôle de l'Ouganda qui est pointé clairement pour la première fois dans ces rapports. Enfin, en tout cas, sous sa forme active. Et que dit l'Ouganda alors, suite à la publication de ce rapport? Alors, l'Ouganda a démenti la présence de ses troupes dans l'est du Congo, ce qui est bon, pas très étonnant en réalité, parce que le reconnaître, ça aurait été reconnaître une violation du droit international. Et par ailleurs, on sait que l'Ouganda en fait intervient aux côtés de l'armée congolaise contre d'autres rebelles, les forces démocratiques alliées, ADF, et donc bénéficie en fait d'une autorisation du gouvernement congolais d'intervenir sur son sol. Et donc, politiquement, ça aurait été aussi très compliqué de reconnaître cette présence. Alors, selon le rapport, Sultani Makenga, le chef militaire du M23, a été signalé plusieurs fois cette année à Entebbe et Kampala. Corneille Nangaa, le chef de la branche politique, a lui résidé un temps dans la capitale ougandaise. Pourquoi ce soutien de l'Ouganda aux rebelles du M23? Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant d'une certaine manière, parce que comme je disais, l'Ouganda et l'armée congolaise interviennent conjointement contre d'autres rebelles, ceux des ADF. Donc ça montre à minima une forme d'ambiguïté du gouvernement ougandais dans cette crise. Je vois principalement deux hypothèses. La première, c'est que le M23 est maintenant depuis un certain temps situé le long de la frontière avec l'Ouganda, et donc probablement aux yeux des autorités ougandaises peuvent constituer un risque pour leur sécurité. Donc le fait d'avoir des troupes en son sein, ça permet de surveiller peut-être ce qu'ils font. L'autre chose, c'est que l'armée ougandaise est elle-même assez divisée entre différentes factions. Certaines sont très proches de Kigali, d'autres sont très hostiles à Kigali. Et donc ça peut expliquer pourquoi est-ce que deux parties de l'armée ougandaise font des choses aussi opposées dans l'est du Congo. Alors, vous le disiez tout à l'heure, les experts estiment qu'il y avait entre 3000 et 4000 soldats rwandais déployés dans les territoires du Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Davantage donc que l'effectif du M23 estimé, lui, à 3000 combattants. Quelle est la réaction du coup du Rwanda à ce rapport? Alors, le gouvernement rwandais a réagi à l'agence France Presse un peu plus tôt aujourd'hui. Il ne dément pas la présence de ses troupes dans l'est du Congo. Il ne la confirme pas non plus, bien sûr, mais il met en avant des justifications qui pourraient expliquer à ses yeux cette présence, et notamment le fait que la RDC a menacé de déclarer la guerre au Rwanda, et donc le Rwanda affirme être dans une position défensive en réalité dans ce conflit. Et où en sont d'ailleurs les perspectives de négociation entre la RDC et le Rwanda? Alors, ça fait plusieurs mois que la médiation de cette crise, qui est assurée par le président angolais Lourenço, annonce une rencontre entre les présidents congolais et rwandais. Bon, ça ne s'est pas encore produit. Le médiateur a répété encore que cette rencontre était imminente il y a quelques jours. La première ministre du Congo l'a contredit immédiatement. Mais les États-Unis ont fini par annoncer une trêve jeudi dernier, une trêve humanitaire, mais qui semble globalement respectée pour l'instant. Et donc probablement que la médiation va essayer de se saisir de cette fenêtre pour relancer cette rencontre, même si aujourd'hui ça paraît encore très incertain. Alors tout au long du document, les experts estiment qu'une grande partie des faits relatés peuvent faire l'objet de sanctions. À quoi peut-on s'attendre? Alors effectivement, dans le rapport, il y a plusieurs faits qui sont considérés comme sanctionnables. Certains
pourraient même être considérés comme des crimes de guerre, notamment des attaques contre des villages et des communautés de manière indiscriminée dans l'est du Congo. Maintenant, c'est le Conseil de sécurité qui peut éventuellement prononcer des sanctions, et là, on retombe sur une décision qui n'a rien d'automatique, qui est en fait politique. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction de Kinshasa sur ce rapport? Kinshasa qui n'a pas encore réagi sur ce rapport? Probablement que Kinshasa va être globalement satisfait de ce rapport qui en fait reprend sa thèse d'une certaine manière, puisque ça fait très longtemps que Kinshasa affirme qu'il s'agit d'une agression du Rwanda et non du M23. Bon, ceci étant dit, il y a aussi des faits qui ne sont pas au crédit du gouvernement congolais, qui sont aussi contenus dans ce rapport, notamment le soutien à différents groupes armés, dont la rébellion rwandaise des FDLR. Pierre Boisselet, merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des recherches sur la violence à Eboutéli.